Bien, mes chers collègues, la séance est ouverte. Je vais procéder à l'appel. Madame Allais, Monsieur Auger, Madame Balitou, Présente. Monsieur Bacher, Monsieur Blanchard, Madame Borgo, Madame Carlier, Madame Collin, Monsieur Courcial est là, Madame Dailly, Monsieur Decordes, Monsieur Dezessart, Monsieur Desmet, Madame Demy, Monsieur Dietrich, Monsieur Dumontier, Madame de Figueredo, Monsieur Fontaine, Madame Fumery, Madame Bourreau, Monsieur Guignot, Madame Joron, Madame Ladurelle, Madame Lavalette, Madame Lefebvre Brigitte, Madame Lefebvre Nadège, Monsieur Letellier, Monsieur Le Tourneur, Madame Lévesque, Monsieur Lequet, Monsieur Marchand n'est pas là, Monsieur Nancel, Madame No, Monsieur Paco, Monsieur Piat, Madame Roux, Monsieur Cellier, Monsieur de Valroger, Madame Van Elzuve, Monsieur Villemain et Madame Damy vient d'arriver. Est-ce que certains d'entre vous sont détenteurs de délégations de vote? Pardon? Nicole Cordier, tu as le, on le transmet là. Vous le donnerez après, d'accord. Bien, je vous rappelle les questions inscrites à l'ordre du jour. Nous avons aujourd'hui à discuter, voire adopter, les rapports 101 sur le règlement intérieur de cette Assemblée, 102 sur les conditions d'exercice des mandats départementaux, 103 sur le fonctionnement des groupes d'élus, 104 sur les fonctionnements du Conseil départemental, 105 sur la désignation des membres du Conseil départemental ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Vous avez eu aussi des compléments quant aux attributions des 5 nouvelles commissions intérieures. C'est l'annexe 2 au rapport 101. La liste des organismes extérieurs reclassés suivant le périmètre des commissions intérieures. C'est l'annexe au rapport 105. Et un additif au rapport 105 pour le conseil d'administration de l'OPH OPAC de l'Oise. Je vous annonce par ailleurs que j'ai désigné 4 conseillers départementaux délégués en la personne d'Alain Letellier, chargé des routes et des transports, Martine Borgo, chargée de l'agriculture, Jean Dezessart, chargé des sports, et Charles Lequet, chargé du monde de l'entreprise et de l'artisanat. Je vous annonce également que j'ai appelé auprès de moi le préfet Pierre Monzani en qualité de conseiller spécial en charge de la coordination et du pilotage des services départementaux, qui est bien élevé et qui s'est mis debout derrière moi. Avant d'entamer l'examen des rapports et avant de donner surtout la parole au président des groupes d'élus qui le souhaitent, je vous indique les noms des groupes qui se sont constitués. Le groupe Droite Unie, présidé par Arnaud Dumontier, qui comporte 30 membres. Le groupe communiste et républicain, présidé par Hélène Balitou, qui comporte 4 membres. Le groupe Oise à gauche, présidé par Jean-Claude Villemain, qui comporte 4 membres, et le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine, présidé par Michel Guignot, qui comporte lui aussi 4 membres. Alors, à ce stade, je voulais savoir si certains groupes, présidents de groupe, voulaient prendre la parole. Madame Balitou, je vois, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, il nous apparaissait important au groupe communiste et républicain de nous exprimer aujourd'hui, d'abord parce que c'est une occasion d'exposer, au moment où l'Assemblée départementale s'installe véritablement, les orientations générales que nous défendrons, mais aussi parce que la configuration dans laquelle nous siégeons est nouvelle et qu'elle appelle des remarques générales. Oui, cette nouvelle configuration, ce nouveau mode de scrutin aboutit à une situation dont nous pouvons nous féliciter. Les femmes sont aussi nombreuses que les hommes dans cette Assemblée. Évidemment,
Cela ne retire rien aux critiques que nous formulons par ailleurs sur le recul de la proximité et sur la confusion entretenue par cette nouvelle élection. Mais il convient de l'acter. La parité est effective et c'est un progrès. Je commence par cela, car cela me permet d'insister sur le rôle et la place des femmes dans cette assemblée départementale. Si en effet les femmes sont aussi nombreuses que les hommes, il reste que leur voix doit être entendue et respectée. J'insiste sur ce point car je mesure les progrès à réaliser. Ainsi, je remarque que les postes clés sont une nouvelle fois confiés à des hommes, notamment les finances. Je remarque également, exception faite pour nous, que les présidences de groupe ont été confiées exclusivement à des hommes. Le groupe communiste et républicain entendra défendre pour sa part dans cette assemblée la place des femmes. Il ne doit y avoir vis-à-vis d'elles ni tutelle, ni diktat. Les femmes ne sont pas moins ni plus élues que les autres. Je n'oppose pas les unes aux autres, mais la parité doit s'accompagner du respect et de l'égalité. C'est un fil rouge que j'entends conduire par ici, par principe, mais aussi parce que je sais que la précarité, les difficultés quotidiennes et les inégalités salariales touchent d'abord et avant tout les femmes, et que notre collectivité est compétente en matière de solidarité. Les solidarités, nous en parlerons, car il s'agit d'une compétence incontournable du département. À ce titre, je veux d'ores et déjà signaler que notre vision n'est pas celle que vous avez exposée lors de votre installation, Monsieur le Président. Cela n'étonnera personne. Nous ne sommes pas opposés à l'équilibre entre droit et devoir. Personne ne l'est. Ce que nous ne voulons pas, c'est que cet équilibre soit instrumentalisé pour culpabiliser les citoyens contraints d'avoir recours à l'aide sociale et notamment au RSA. J'appuie sur la notion de contrainte, car trop souvent, on en appelle aux droits et aux devoirs du bénéficiaire du RSA pour induire l'idée selon laquelle on ne vit pas trop mal avec le RSA. Cette idée reçue, nous l'avons toutes et tous entendue. C'est un cliché qui a la vie dure. Il est évidemment contredit par les faits et l'observation méthodique du niveau de vie d'une personne qui bénéficie du RSA. Le Secours catholique avait d'ailleurs éclairé dans un rapport la situation budgétaire contrainte à l'extrême pour les familles qui bénéficient de ce dispositif. Pour nous, si ceux qui détournent l'argent public doivent être dénoncés et amenés à rendre des comptes, il faut d'abord considérer que l'immense majorité est victime des injustices sociales grandissantes et qu'à leur encontre a été conquis un droit à la solidarité. Droit à la solidarité qui n'est d'ailleurs pas utilisé pleinement, comme le démontre une enquête du CNRS sur le taux de non-recours aux prestations sociales. Les droits et les devoirs sont pour tous, y compris pour ceux qui accaparent les richesses au détriment de l'intérêt général, comme des études récentes sur la fraude fiscale et les manœuvres bancaires pour masquer les fortunes à l'étranger le prouvent. Vous me rétorquerez qu'il ne s'agit pas de stigmatiser, mais d'encourager la participation de ces publics. Dans ce cas, nous proposons d'insister sur l'insertion et de nous libérer de cette dimension punitive induite par cette injonction maladroite au devoir. La collectivité pourrait à ce titre favoriser la participation des bénéficiaires du RSA aux décisions prises en matière de solidarité et plus globalement aux politiques publiques départementales. Nous pourrions imaginer la mise en place de groupes citoyens constitués par des bénéficiaires du RSA, avec une véritable dimension collective, appuyée et accompagnée par des professionnels de l'insertion. D'autres départements ont expérimenté de tels dispositifs. La troisième commission pourrait d'ailleurs parfaitement se saisir de cette question et travailler en partenariat avec ces derniers. Nous sommes dans la construction et dans la proposition, Monsieur le Président. Mes chers collègues, vous pouvez le constater. C'est une exigence que notre groupe se fixe, celle d'argumenter, de documenter les propositions, celle de convaincre. Nous le devons à nos populations dont les difficultés économiques et sociales sont croissantes. Nous devons
aussi à ceux qui nous ont élus une véritable proposition de gestion territoriale, car le département est bien l'interlocuteur des territoires. Nous ne déconnecterons pas les enjeux nationaux des enjeux locaux, nous ne l'avons jamais fait. Nous n'allons pas maintenant nous dédire. Nous continuons de combattre les baisses asphyxiantes de dotation dont l'UMP défend le principe et même l'extension et qui quasiment 100 millions en 2017 sur notre budget seront atteints en 2017. Mais ne nous voulons pas pour autant avec que le débat national cannibalise totalement les enjeux locaux de nos cantons et de nos communes. Notre second fil rouge s'appuiera donc sur le maintien du partenariat entre communes et départements. Nous souhaitons défendre une action publique efficace et un partenariat impartial avec toutes les communes du territoire, soutenues pour leurs projets et pour les besoins des populations uniquement. Tout n'est pas Paris, il y a une vie en dehors des métropoles et de l'urbain, nous en sommes convaincus. Nous devons promouvoir les communes, leurs richesses, nous devons promouvoir dans l'Oise le monde rural et encourager des politiques qui revitalisent la ruralité, qui revitalisent les petites communes et les toutes petites communes. À cette fin, il nous semble important d'engager en urgence une enveloppe pour répondre aux besoins des communes rurales. La priorité numéro 1 est de répondre au fléau de la désertification médicale. Nous avons besoin à cet égard d'une mise en commun des efforts du conseil départemental, de l'intercommunalité, de l'ARS et des communes pour élaborer des réponses incitatives à l'installation de jeunes médecins. Les outils d'ingénierie publique dont dispose notre département doivent être mobilisés pour cet objectif et proposer aux collectivités un soutien dans la conduite de ces projets. Une enveloppe conséquente doit d'ailleurs être débloquée pour accompagner les maisons médicales, de santé, pluridisciplinaires et les EHPAD publics, notamment dans les cantons ruraux. Les besoins doivent être examinés sur tout le territoire et des zones doivent être tracées par ordre de priorité en fonction de la démographie médicale. De même, un plan d'urgence doit être élaboré pour répondre au difficile renouvellement des infrastructures d'assainissement auxquelles vont être confrontées les petites communes, notamment dans le canton, ex-canton de la Cigny. Tout cela doit être discuté avec les communes, les élus et les citoyens. Dans le cadre d'assises de la ruralité, pourquoi pas. Voici deux urgences importantes, répondre à la désertification médicale, accompagner le renouvellement des infrastructures d'assainissement. Deux urgences qui nous incitent à relativiser l'importance et la pertinence du plan d'équipement en caméras de surveillance que vous prévoyez de financer, ainsi que les armes de la police municipale. Pour nous, la sécurité est un droit pour tous les citoyens, mais ce droit passe par des moyens de police et de gendarmerie assumés par l'État. D'autant que d'autres défis majeurs nous attendent dans les années à venir. Je pense notamment à l'accueil des personnes âgées dépendantes, à la nécessaire augmentation des places en maison de retraite et à l'augmentation des moyens consacrés à l'aide à domicile, pour laquelle nous pensons utile de construire un service public départemental d'aide à la personne. Pour terminer, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais vous indiquer la volonté de notre groupe de voir le développement durable et l'écologie consacrés dans une 6e commission. La transition écologique exige des investissements et notre collectivité doit y prendre part, car le coût de l'inaction serait bien plus élevé que de demander un plan de transition écologique dès maintenant. Un département comme le nôtre, traversé de forêts et de rivières, ne peut pas rester au bord du chemin. Ignorer cette question ou la reléguer au second plan serait une erreur conséquente. Les investissements publics fléchés vers la rénovation thermique des bâtiments et vers les transports collectifs sont pour nous l'exemple que la dépense publique doit être réhabilitée car elle est utile. Nous démontrerons ici durant tout le mandat son importance et sa pertinence. Notre force politique a bien résisté dans l'Oise, probablement est-ce le résultat d'une action territoriale et nationale toujours orientée vers l'intérêt général et la justice sociale. Ce sont des valeurs qui nous conduisent à être dans l'opposition. Opposition à la politique d'austérité, qu'elle soit locale ou nationale,
qu'elle soit défendue par le PS ou par l'UMP. Je vous remercie. Merci Madame Balitou. Monsieur Villemain souhaite prendre la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, malgré le bilan très positif de la majorité sortante, malgré les réalisations structurantes et ambitieuses pour notre territoire qui profiteront à l'Oise et aux Isariens pour les années à venir, les électeurs ont cédé à des discours qui détournaient ce scrutin départemental pour en faire un vote de colère et de contestation contre une situation nationale. Sans avoir augmenté les taux d'imposition depuis 2009, les élus socialistes et leurs partenaires ont, autour d'Ivronne, placé le département sur la bonne voie. Dans les mois à venir, et c'est le jeu de la continuité républicaine, vous allez, Monsieur le Président, inaugurer tous les chantiers que l'ex-majorité du département a lancés et réalisés. La nouvelle majorité va également bénéficier des résultats de notre politique tournée vers l'emploi et qui permet d'envisager l'avenir sereinement. La conjoncture économique et politique nationale ont rendu illisibles nos résultats et nous le regrettons. À présent, les urnes ont parlé. Bien qu'elles soient surtout la conséquence d'un scrutin qui a été pris en otage par des prétextes nationaux, cette situation s'impose à nous et nous en tirons toutes les conséquences. Au cours de ce mandat qui débute, nous ne pratiquerons pas l'opposition systématique telle qu'elle a pu s'exercer par l'opposition trop souvent dans les années précédentes. Nous serons amenés à soutenir certains projets, ceux qui seront dans la continuité de notre action passée, ceux que nous jugerons utiles à nos concitoyens et surtout ceux qui respecteront les valeurs républicaines. En premier lieu, la fraternité, mais aussi la liberté et l'égalité, auxquelles nous ajoutons la solidarité et la laïcité. La laïcité, valeur qui tend à rapprocher, qui respecte, qui écoute, qui comprend, qui accueille. Cette laïcité qui est la base du bien vivre ensemble, pas celle qui est vécue comme un dogme, qui impose, montre du doigt, rejette et condamne. Oui, mes chers collègues, nous agirons dans la continuité de l'esprit du second tour, où le Parti socialiste a appelé à un pacte républicain, condamnant au passage le nini. Nous avons eu et nous aurons une attitude responsable et républicaine. Nous poursuivrons ce chemin pour que les valeurs du vivre ensemble et de la justice sociale conservent tout leur sens pour tous nos concitoyens. Nous serons présents et vigilants. Forts de notre bilan, nous défendrons d'autant plus notre département afin que l'Oise continue d'avancer. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Premier point, personne ne m'avait informé qu'il y avait la possibilité de faire une intervention, ne connaissant pas les habitudes de la maison. Je vais quand même vous dire quelques mots, puisque de toute manière vous aurez un certain nombre d'années pour pouvoir me subir et je ne m'en priverai pas. Je m'en réjouirais presque. Monsieur. Oui, bah, tout à fait, ne vous inquiétez pas. Ça, voilà, on va démarrer doucement mais sûrement. Oui. Par rapport à ce que je viens d'entendre et assez rapidement, moi je considère que la campagne électorale est finie, Monsieur le Président, même si je peux contester, enfin à titre personnel, un certain nombre de règles électorales. Nous considérons que cette campagne donc a eu lieu, les électeurs se sont exprimés et comme d'habitude, nous avons respecté, nous respecterons bien entendu le scrutin démocratique et la volonté du peuple, puisque vous êtes assis à cette place. Nous respectons bien sûr votre rang, votre poste de président, et nous aurons évidemment volonté bien sûr de travailler ici dans l'intérêt de l'ensemble de nos populations et des communes, des territoires que nous représentons, chacun autour de cet hémicycle. Car après le temps du débat démocratique vient le temps de la concertation et de l'action. Et j'espère, et je le souhaite en tout cas, que vous soyez un président en tout cas qui tient compte de l'avis de ses oppositions. Et puis également, je pense que vous pouvez
certainement est un homme de concertation. Nous serons une opposition combative, bien sûr, mais constructive, avec un certain nombre de propositions au fil des mois, des années, des réunions de cette Assemblée. Et puis je tiens tout de suite à préciser que les choses soient bien claires. Nous considérons, nous sommes, comme vous, comme tous ceux qui sont assis ici aujourd'hui, nous sommes des élus républicains et démocrates, puisque nous nous présentons aux élections et que nous respectons le résultat des élections, même si, quand c'est parfois le cas, où le résultat ne nous convient pas forcément complètement. Moi, Monsieur le Président, je voudrais vous demander, puisqu'effectivement, un certain nombre de maires nous contactent pour avoir un point de la situation, d'engagements qui ont été faits précédemment. Et j'aimerais, à moins que vous n'ayez peut-être l'intention de le faire, ou que ce soit déjà en cours, que l'on puisse avoir en tant qu'élu une photographie de la situation, notamment financière, en ce début de mandat, et de savoir un petit peu quelles sont les finances. En un mot, que reste-t-il dans la tirelire pour pouvoir démarrer notre mandat? Je pense que c'est important. Et puis, vous pourriez peut-être, lors d'une prochaine session, nous donner les grands axes de votre action, puisque tout à l'heure, j'ai entendu notamment Madame Balitou, et j'ai failli applaudir, quand j'ai entendu notre collègue réclamer un certain nombre de moyens sécuritaires. C'est donc effectivement le discours du Front National imprègne un certain nombre d'élus. C'est une bonne chose. Et c'est vrai que, s'agissant de la sécurité, notamment dans nos villes, dans nos campagnes et dans ce département, je suis ravi de voir qu'un certain nombre de dispositions, de dispositifs finissent par nous donner raison. Monsieur le Président, voilà, je n'irai pas plus loin. J'espère un dernier mot, je le redis publiquement, mais je pense que vous avez déjà en partie répondu une fois, en tout cas publiquement, que l'ensemble de nos territoires, que nous soyons de l'opposition ou de la majorité, seront traités de la même manière, notamment pour l'aide aux communes, puisque pour notre part, nous ne regarderons pas, pour soutenir un certain nombre de dossiers où vous les présentez, nous ne regarderons pas la couleur des maires de ces communes qui sont dans nos cantons. Et comme nous avons pris l'engagement pendant la campagne électorale, nous n'aurons pas de parti politique, même envers un certain nombre d'élus locaux qui ont soutenu d'autres candidatures sur ces territoires. Donc c'est avec un esprit en tout cas extrêmement ouvert, un esprit avec un peu de préconciliant que nous souhaitons démarrer ce mandat dans l'intérêt des populations des territoires notamment que nous représentons. Bien entendu, nous nous intéresserons également à l'ensemble des affaires du département, en dehors de nos deux cantons. Une petite crainte, c'est les déclarations que j'ai vues aujourd'hui, enfin en tout cas qui sont tombées de l'ex-président Sarkozy, qui souhaite remettre en cause encore un certain nombre de dispositifs. Alors vous allez dire c'est de la politique nationale, mais comme le disait Madame Balitou, on ne peut pas la séparer de la politique locale. Et doit-on craindre que ce qui vient d'être élu par les électeurs il y a quelques jours va déjà être remis en cause si toutefois votre leader national ou vous-même reveniez au pouvoir? Est-ce que l'on va devoir faire revivre à nos campagnes un nouveau découpage, un redécoupage? Est-ce que tout va être remis en cause? Je ne pense pas que ce soit comme ça que la France puisse avancer, mais en tout cas, vous pourrez peut-être nous éclairer, vous qui êtes un proche des cercles de M. Sarkozy, nous dire si effectivement sa volonté de remettre la totalité du chantier de la réforme dite territoriale à plat. C'est une question, bien sûr, que notamment les élus locaux, les élus des communes, mais aussi le grand public, qui a déjà du mal à comprendre la réforme socialiste, aurait peut-être encore plus de mal à comprendre une contre-réforme sarkozyste. Merci, Monsieur le Président. Bien, mes chers collègues, je voudrais commencer par remercier les groupes d'opposition pour leur intervention respective et saluer surtout l'esprit commun qui, à vous entendre, vous anime, d'avoir une place constructive dans les débats de cette Assemblée.
Juste quelques mots d'abord pour rebondir sur les propos de Madame Balitou et de me féliciter comme elle, et j'ai eu l'occasion de le dire lors de mon élection, de sa composition strictement paritaire de cette Assemblée. Et j'attends évidemment de cette parité qu'elle puisse non seulement apaiser, mais éclairer autrement nos débats pour le bien-être des habitants du département. Et celui qui vous parle a été rapporteur à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, et donc pour vous reprendre vos propres termes, il ne s'agira pas pour moi, et je veillerai à ce qu'elle ne subisse ni diktat ni tutelle. Quelques mots aussi, parce que vous avez évoqué la place du développement durable, et qui mériterait la création d'une nouvelle commission. Je voudrais juste vous dire que le développement durable est présent dans le périmètre de chacune des 5 commissions. C'est vous dire à quel point le développement durable est important et à quel point il est transversal. Monsieur Villemain a évoqué le bilan de la majorité passée et je voudrais lui dire que je place ma présidence et celle de la majorité et l'action de la majorité sous le signe de l'absence de dogmatisme. Je dirais qu'il y aura aussi absence de sectarisme, Monsieur Guignot, j'y reviendrai dans quelques instants, mais absence de dogmatisme pour dire qu'on ne va pas à la fois reprocher à certaines politiques nationales d'être revenues par pure idéologie sur des choses qui avaient été faites par la précédente majorité et agir nous-mêmes de la même façon ici à Beauvais. Et c'est donc dans cet esprit que je veux, avec l'exécutif, mesurer l'efficience des politiques départementales, celles qui ont été conduites, celles qui vont l'être, et c'est d'ailleurs pour cela que Patrice Marchand, premier vice-président, est en charge de ce sujet, indiqué en même temps d'ailleurs que nous allons lancer un audit financier et des ressources humaines très prochainement, dont les résultats vous seront communiqués, Monsieur Guignot, évidemment. Vous dire, Monsieur Guignot, donc j'ai parlé d'absence de dogmatisme, il y aura aussi absence de sectarisme. Absence de sectarisme, nous évaluerons la qualité des dossiers qui nous seront présentés, non seulement pas en fonction de la couleur de celui qui les présente, mais uniquement selon le prisme de l'intérêt départemental ou communal dans lequel se trouvera développé le projet en question. Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques mots de réponse que je voulais vous dire à l'issue de ces prises de parole en vous redisant d'abord que je me félicite de l'esprit constructif dans lequel vous voulez agir au service des habitants du département. J'en viens maintenant à la discussion des rapports qui vous ont été distribués, en particulier le rapport 101 sur le règlement intérieur de notre Assemblée départementale, en précisant qu'il n'a pas fait l'objet de corrections majeures par rapport à ce qui existait sous la précédente mandature, si ce n'est qu'il y a eu quelques petits aménagements lors de la conférence des présidents par rapport au texte initial qui vous avait été distribué. Nous sommes tombés d'accord sur l'idée d'un amendement s'agissant du dépôt des questions orales et de ramener ce délai de 72 heures à 24 heures. Qui est contre cet amendement? Qui s'abstient? Tout le monde a adopté l'idée de laisser 24 heures et il s'agira de la même règle pour les motions et vœux déposés dans notre Assemblée. Les commissions thématiques qui maintenant pour lesquelles notre mandature, sur lesquelles notre mandature va pouvoir s'appuyer, seraient commission numéro 1, Finances et Évaluation, commission 2, Ruralité, Aménagement et Développement du Territoire, commission 3, Affaires sociales, commission 4, Éducation, Jeunesse, Sport et Citoyenneté, commission 5, Culture, Vie associative et Tourisme. Enfin, aussi, autre changement par rapport au règlement intérieur précédent, stipulant que nous allons, à l'article 64, ajouter une mention explicite et incontestable. Après au moins 4 membres, tel que c'est rédigé aujourd'hui, je vous propose d'écrire « au moment de l'installation de l'Assemblée », de manière à bien préciser le fonctionnement des groupes politiques dans la durée. Là encore, c'est une disposition sur laquelle la conférence des présidents est tombée d'accord. Je mets donc maintenant aux voix, s'il n'y a pas... Monsieur Blanchard.
Monsieur le Président, permettez-moi de dire un mot, parce que ce règlement intérieur va définir les règles, comme il se doit, de fonctionnement de notre Assemblée pendant la mandature. Donc, c'est un rapport significatif. Alors, évidemment, vous proposez de réduire le nombre de commissions réglementaires de 6 à 5. Le choix est libre à l'Assemblée, et ça peut être moins, ça peut être plus. C'est l'Assemblée qui détermine elle-même le nombre de ses commissions. Cette disposition pourrait paraître tout à fait anodine si on se réfère uniquement à la question du nombre de commissions, mais nous voulons simplement vous indiquer, vous rappeler, que ces commissions ont pour objet d'instruire les dossiers avant de les présenter à l'Assemblée départementale, qu'elles font donc partie pleinement du fonctionnement démocratique de notre Assemblée et qu'en réduire le nombre représente une difficulté puisque c'est un risque de ramener vers l'exécutif du département la question de la gestion de notre Assemblée départementale. Et puis, un deuxième risque qui apparaît au vu de propositions que vous nous faites, c'est quand même d'avoir des commissions dont les questions qu'elles ont en charge sont relativement nombreuses et donc des commissions surchargées. C'est un choix d'ailleurs qui aurait pu consister à élargir le nombre de commissions pour permettre une plus grande transparence de l'Assemblée départementale et permettre un fonctionnement plus adapté de celle-ci. Ce n'est pas le choix que vous avez fait, mais nous avons fait remarquer, Madame Balitou vous a fait remarquer que vous avez au passage supprimé une commission. Vous venez dans votre intervention de fournir une réponse, mais vous avez supprimé une commission entière qui était consacrée à l'écologie, au développement et à l'aménagement durable. Alors, vous nous expliquez que la durabilité ou le développement durable est une fonction transversale, mais je voulais compléter les propos de Madame Balitou pour vous faire remarquer que nous sommes dans un moment où nombre de nos concitoyens, et c'est vrai évidemment à l'échelle de notre département, s'interrogent aujourd'hui sur la qualité de l'air qu'ils respirent, sur les produits qu'ils sont amenés à manger, sur l'état de la nature, sur l'avenir de l'énergie, la transition énergétique ou encore sur les conditions sociales et le vivre ensemble, et que vous proposez par ce geste, en quelque sorte, on peut débattre évidemment, mais de donner moins d'importance à ces questions puisque la majorité précédente avait choisi d'y consacrer une commission à part entière. Donc c'est une première remarque que je voulais faire. J'ajouterais aussi que vous avez au passage supprimé dans les missions des commissions, pas dans les missions mais dans les titres, c'est-à-dire l'orientation générale des commissions, le terme de déplacement. Or, c'est aussi le terme de déplacement une condition majeure dans notre département puisque nous avons pu constater, grâce au travail notamment de l'INSEE, que chaque concitoyen de notre département consacre à peu près 28 km par jour pour ses déplacements domicile-travail. Et que la question aujourd'hui des déplacements en général, c'est-à-dire aussi bien piétons que vélos, que propres aux personnes handicapées, mais aussi la question des transports publics ferroviaires, des liaisons routières ou des transports en commun, est une véritable question qui concerne les choix de notre collectivité. Donc, ce n'est pas pour nous une question de mots uniquement, mais c'est une question de priorité. Et on retrouve aussi là une question du rôle de chaque commission. Autre mot qui disparaît des orientations que vous fixez à votre commission de travail, et ça n'est pas banal, je veux juste en dire un mot, Madame Balitou l'a évoqué, le mot solidarité n'existe plus dans les titres principaux des commissions, et il est plutôt remplacé par un terme que moi je n'apprécie guère, qui est le terme des affaires sociales, là où nous préférions le terme d'ailleurs d'action sociale du département, et associé à la dimension de solidarité. Affaires sociales, non, plutôt action sociale et solidarité. Et ceci, bien évidemment, je ne veux pas développer, chaque collègue ici est au courant, au moment où les inégalités sociales occupent dans notre département une place, comme dans tout le pays, importante pour nombre de nos concitoyens, et où le besoin de solidarité, notamment des services publics et des services publics départementaux, est une valeur qui doit, sans aucun doute, s'affirmer et s'afficher. Je pourrais ajouter, mais je ne veux pas être trop long, que la question de la jeunesse, la question de la citoyenneté n'est pas, à mon sens, uniquement une question liée à la jeunesse et à l'éducation. La question de la citoyenneté est une question qui est transversale aussi et qui touche l'ensemble des catégories sociales dans le pays, mais je ne veux pas développer. Enfin, et pour conclure,
comme nous l'avions fait dans la précédente majorité, nous ne comprenons pas la question du huis clos imposé à la commission permanente. À l'heure où nos concitoyens, d'ailleurs, dans leurs choix électoraux, indiquent qu'ils souhaitent plus de transparence, plus de citoyenneté, plus de possibilités d'être associés au choix des élus du département, vouloir continuer à travailler avec les portes fermées, sans regard de nos concitoyens, sans écoute des débats, apparaît comme un archaïsme d'un autre temps et en tout cas contraire aux nécessités aujourd'hui d'une vraie démocratie locale. D'ailleurs, beaucoup de départements ont adopté, ce n'est pas une situation propre au département de l'Oise, beaucoup de départements ont rendu public les travaux de la commission permanente, ce que nous vous proposons. Voilà donc nos propositions, puisque nous avons choisi, et vous l'avez apprécié, d'adopter une démarche constructive. Nous vous proposons donc d'élargir le nombre de commissions et non pas de le réduire. On pourrait consacrer une commission entière à l'éducation, une à la jeunesse entière, une également à question de personnel. Je remarque d'ailleurs que, excusez-moi de cette petite remarque qui n'est pas seulement sémantique, mais vous avez désigné un vice-président à l'action sociale et vous nous proposez une commission des affaires sociales. Donc je trouve qu'il y a là une petite, peut-être c'est simplement une question d'ajustement. Et puis nous proposons enfin de réintroduire, donc je viens de le dire dans la notion de ces commissions, la notion d'action sociale, de solidarité et de déplacement. Bien, merci Monsieur Blanchard. Juste quelques mots. D'abord, Monsieur Guignot souhaite la parole. Ah non, allez-y. Pas vous couper, Monsieur le Président. C'est gentil. Mais vous pourrez peut-être répondre de manière globale, on gagnera du temps. Deux toutes petites propositions, enfin remarques. La première, on pourrait peut-être ajouter, non pas une commission, moi je suis plutôt d'accord avec la réduction du nombre de commissions puisque leur contenu, mais il y a quelque chose, je pense, qui me semble indispensable, éducation, jeunesse, citoyenneté. C'est vrai que la citoyenneté, en général, est à toutes les sauces, surtout pour faire dépenser de l'argent. On pourrait peut-être ajouter le mot quand même avec jeunesse, pour qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait des familles. Et donc le mot famille, puisque comme d'ailleurs notre collègue vient de le dire, l'action sociale, ou qu'on l'appelle comme on veut, ou les affaires sociales, sont une des prérogatives les plus importantes du Conseil départemental. Et je pense que le mot famille, puisqu'il y a évidemment une aide aux familles importante à apporter, pourrait peut-être préciser, parce que là, ça ne serait pas totalement inutile, ça ne serait pas que sémantique. Quant à la proposition aussi de nos collègues de rendre publique la commission permanente. Nous l'avions mis en place du temps de Charles Bord, donc avec la droite au Conseil régional. Ça n'a pas provoqué de révolution particulière. Ça a été maintenu d'ailleurs par la gauche ensuite. Et je pense que oui, c'est une possibilité. Enfin, en tout cas, nous vous la proposons également. De donner un signe justement de transparence peut-être dans un hémicycle qui était peut-être jusqu'à aujourd'hui un peu trop fermé. Je ne pense pas que lors des commissions permanentes on soit obligé de mettre des cordons de CRS pour la foule qui arriverait, mais en tout cas ça permettrait à nos concitoyens d'assister en tout cas à ce que nous faisons ou à ce que nous votons, et aussi bien entendu à la presse. Voilà, donc ça peut... C'est une mesure, en tout cas, qui peut apparaître comme, non pas nécessaire, mais utile, en tout cas, à la vie politique. Merci. Bien, juste rebondir sur les remarques qui ont été faites, surtout en matière de sémantique. Au-delà des mots, il y a surtout de l'action. La réalité, c'est que changer les titres, si on ne donne pas plus de relief à l'action, ça ne changera pas la réalité de ce que vivent les habitants du département. Vous avez évoqué, Monsieur Blanchard, le fait qu'il y avait un vice-président à l'action sociale et qu'on parle de commission des affaires sociales. La réalité, c'est que vous noterez aussi qu'il y a des vice-présidents chargés des personnes handicapées, chargés des personnes âgées, et donc la commission des affaires sociales englobe tous ces sujets au-delà de l'action sociale, et en particulier aussi le sujet famille, qui est extrêmement important et qui fait partie des grandes valeurs que nous défendons au sein de la majorité.
Juste aussi vous dire, mais j'ai déjà eu l'occasion de répondre à Madame Balitou, sur le développement durable en particulier et le fait que nous soyons passés de 6 commissions à 5 commissions, nous avons réduit le nombre de commissions dans un souci de lisibilité et d'efficacité, sachant que, je le répète, le sujet développement durable, et c'est à l'annexe 2 du rapport 101, est un sujet tellement transversal qu'il est dans tous les périmètres des 5 commissions dont je parle. S'agissant de la commission permanente, je ne sais pas si vous aviez autant le cœur à l'ouverture de la commission permanente sous la précédente majorité. La réalité, c'est que je ne suis pas figé sur le sujet et que, pour l'instant, si effectivement elle est à huis clos, on pourra évoluer en cours de mandat selon l'exercice, évidemment, que je verrai de notre Assemblée. Voilà les réponses que je voulais vous apporter avant de mettre aux voix le rapport 101 qui a été discuté, je le répète, en conférence des présidents et qui a donné lieu aux quelques ajustements que j'ai présentés il y a quelques instants. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions, tout le reste a adopté. J'en viens au rapport 102 sur les conditions d'exercice des mandats départementaux. C'est le rapport qui vous a été distribué fera apparaître qu'il n'y a quasiment aucun changement par rapport à l'exercice précédent, au mandat précédent. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur le rapport 102? Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde a adopté le rapport 102. Le rapport 103 sur le fonctionnement des groupes d'élus. Là encore, pas de véritable changement, sachant que... Sachant néanmoins que nous avons prévu un changement véritable, pardonnez-moi, qui concerne des abattements en dotation de personnel, un abattement de moins 15% à partir de 15 élus, un abattement de moins 25% à partir de 25 élus, ce qui se traduit concrètement par un effort du groupe majoritaire de 25% de baisse de sa dotation en personnel. Pour le reste, les groupes d'opposition se voient dotés des mêmes moyens que précédemment, et je vous propose, si vous n'avez pas de remarques, de passer aux voix sur ce rapport 103. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde a adopté. Pour le rapport 104, il s'agit du fonctionnement du conseil départemental et donc il s'agit de fixer les moyens qui sont mis à disposition à titre individuel pour chaque élu. Je vous propose donc, compte tenu de l'évolution des matériels informatiques, de doter chaque élu d'un téléphone et d'une tablette ainsi que des abonnements correspondants, mais en revanche de supprimer les dotations en PC fixe, portable, imprimante et abonnement Internet. Y a-t-il des remarques sur ce sujet? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde a adopté. J'en viens maintenant au rapport 105 qui vous a été distribué et qui fait état de l'ensemble des désignations de l'Assemblée départementale dans les différentes commissions où nous devons siéger. Cela a été le fruit d'un travail, je dois dire, assez fastidieux, que nous avons mené aussi avec les groupes d'opposition, de manière à arriver à une feuille de route équilibrée dans laquelle l'opposition retrouve une représentation qu'elle avait sous la précédente mandature, même si le groupe majoritaire est aujourd'hui plus important, et qui nous permet de procéder sans doute, après ces discussions qui ont eu lieu ces derniers jours, à un vote plus rapide. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur ce rapport 105? Jean-Claude Villemain. Oui, nous constatons la continuité dans ce rapport par rapport à la situation précédente. Et on aurait pu croire, suite à votre discours, Monsieur le Président, d'intronisation, que vous auriez fait preuve d'un peu plus d'ouverture
un certain nombre d'organismes sont fermés à l'opposition ou alors ont un strapontin, comme on le verra dans ce rapport, avec l'office public, l'OPH de Beauvais. Je crois que là aussi, il y a aussi des nouveaux organismes comme AirTech, et vous savez bien l'importance que cet instrument a aux yeux de l'ancienne majorité et donc maintenant d'une partie de l'opposition. Et là aussi, je pense qu'il aurait été important que nous puissions avoir un poste au moins de suppléant pour qu'on puisse voir si cet instrument économique pouvait grandir dans les orientations que nous lui avions fixées. Voilà sur le fond. Sur la forme, vous, par esprit de conciliation, j'ai accepté ce matin de siéger au CAUE et donc je vous demanderai de m'enlever de la commission de lutte contre l'alcoolisme et d'y mettre le docteur Roger, dont ça peut être l'une de ses missions. Merci. Merci, Monsieur Villemain. On va amender le rapport 105 avec ce changement que vous évoquez. Quelques mots pour dire que notre ouverture, c'est de garder le même système de représentation de l'opposition, alors qu'il ne vous a pas échappé que la majorité est aujourd'hui plus solide en nombre. Je voudrais aussi vous dire, dans la suite des discours que j'ai pu tenir, qu'à titre personnel, je ne solliciterai aucune présidence. Je ne solliciterai aucune présidence. Je dois aussi, par ailleurs, pour compléter votre information, vous dire que n'est pas dans leur rapport 105 les représentants du conseil départemental au sein de la SHLM de l'Oise, dans l'attente justement d'une évaluation juridique aujourd'hui des changements de l'ASA. Est-ce qu'il y a Monsieur Guignot? Monsieur le Président, bon, évidemment, on peut constater que la majorité se taille la plus grosse part, mais voilà, c'est la loi du vainqueur, si je puis dire, et donc nous sommes bien obligés de subir. Par ailleurs, il convient aussi d'être raisonnable. Les groupes d'opposition, voilà, c'est ainsi. Nous ne sommes que 4 élus par groupe d'opposition. Ma grand-mère disait souvent qu'il ne fallait pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et on ne peut pas non plus, les journées ne font que 24 heures, et ce que nous avons demandé a été globalement accordé. Bien sûr, comme votre collègue, il y a un certain nombre peut-être d'organismes, bon voilà, mais c'est comme ça, c'est aussi la loi du nombre. Alors nous prenons acte, en tout cas, bon, d'un certain nombre de possibilités qui nous ont été données. Bon, on aurait peut-être pu, effectivement, là où la majorité va siéger de manière totale, si je puis dire, participer, mais enfin, bon, c'est comme ça, nous prenons acte, nous ne sommes que 4. Merci. Merci, Monsieur Guignot. D'autres remarques? Madame Balitou. Par rapport à ce qui a été dit en ce qui concerne notre représentation, bon, moi je pense que vous avez fait une application stricte de la loi. Et bon, pour nous, ça nous satisfait. On a pu discuter de nos représentations au sein des différents organismes. Nous avons pu aussi nous partager un certain nombre de représentations, ce qui nous convient. Bon, bien entendu, la 6e commission, c'était une exigence que, bon, nous avions travaillé en amont sur ces problématiques. Maintenant, évidemment, nous sommes conscients que nous sommes dans l'opposition et que, évidemment, nous sommes 4 représentants. Et bien sûr, nous ferons de notre mieux et nous travaillerons dans un esprit constructif pour le bien de la majorité, évidemment. Donc moi, je suis satisfaite de ces éléments-là. Maintenant, bien entendu, notre représentation est importante et c'est vrai que dans des organismes comme la SHLM ou l'OPAC, on aurait bien aimé aussi avoir la possibilité d'avoir une représentation de notre groupe.
Mais bon, nous travaillerons bien sûr dans un esprit d'ouverture et de construction. Merci. Merci, Madame Bellitou. Je vous propose donc d'amender, comme je l'ai dit, le rapport 105 avec les changements opérés entre Monsieur Villemain et Monsieur Auger. Et je vous propose, Monsieur Blanchard, pardon. Juste, si vous le permettez, amender également la représentation dans les collèges, puisque vous m'avez mis au collège de Montataire et Madame Dailly au collège de Saint-Leu. Je préférerais l'inverse, tenant compte que j'habite Saint-Leu et que c'est plus commode et plus pratique et plus juste, en plus, du point de vue de la représentation territoriale. Eh bien, la justice m'est chère et nous allons procéder évidemment à ce changement. Avec ces deux changements, je vous propose de déroger au mode qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales et d'appliquer l'article 32 du règlement intérieur pour passer aux voix l'ensemble de ce rapport 105. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde a donc adopté. Chers collègues, je dois vous communiquer les dates de la prochaine commission permanente qui aura lieu le 27 avril, lundi prochain, à 14 heures. Le vote du compte administratif 2014 et l'ADM numéro 1 2015, DM technique qui sera suivi d'une commission permanente à l'issue de la réunion d'assemblée le 21 mai à partir de 9 heures. Et enfin, la date de la DM numéro 2 qui aura lieu du 22 au 25 juin 2015 à partir de 9 heures, suivie le 22 juin à 9h30 d'une commission permanente. À l'issue de notre séance, vous êtes invités, pour les élus de la première et troisième commission, à vous réunir en salle de commission pour élire vos présidents et vice-présidents. Et ensuite, il en sera de même pour les membres des commissions numéro 2 et 4, et enfin pour la commission numéro 5. Voilà, mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je vais donc maintenant lever la séance après vous avoir fait ces rappels d'agenda. C'était bien, non? À un moment, j'ai pété.